L'anime commence par montrer un jeune homme nommé Rinchroud, qui est un talentueux dompteur de bêtes dans une forêt. Les dompteurs de bêtes sont des individus dotés de la capacité unique d'apprivoiser les animaux sauvages et de conclure des contrats avec eux, permettant aux bêtes d'obéir à leurs ordres. En tant que dompteur de bêtes, Rin travaille aux côtés de 4 héros dans un groupe, fournissant un soutien et une assistance cruciaux dans leur mission. Malgré son manque de compétences au combat par rapport aux héros, Rin s'efforce d'être un atout précieux pour l'équipe. Il va au-delà de leurs attentes pour alléger leur charge de travail et essaie toujours de faire de son mieux, ne voulant jamais décevoir les héros qui lui ont fait confiance. Malheureusement, le travail acharné et le dévouement de Rin ne suffisent pas à impressionner les autres héros. Ils prennent la décision de retirer Rin de leur partie, le considérant comme un fardeau plutôt que comme un membre précieux. L'un des héros, Lin, va même jusqu'à affirmer que Rin a fait plus de mal que de bien à leur groupe. Un autre héros nommé Ario Orlando est d'accord, affirmant qu'un dompteur de bêtes qui ne peut pas se battre comme Rin n'est qu'un obstacle pour son équipe et n'est apte qu'à accomplir des tâches subalternes telles que transporter des marchandises et des armes. 2 autres héros, Agathe et Mina, se rangent également du côté d'Ario, ne laissant à Rin d'autre choix que de quitter la fête. Les paroles blessantes et les décisions de ses anciens coéquipiers laissent Rin déçu et trahi. Malgré tout le travail acharné qu'il a mis pour soutenir le groupe, ses efforts ne sont ni reconnus ni appréciés. Rin quitte le siège du parti, libérant tout l'équipement et les armes obtenues lors de ses aventures et partant sans recevoir aucun paiement. Après avoir quitté la fête des héros, Rin prend le temps de réfléchir à ses expériences et au traitement qu'il a reçu de ses anciens coéquipiers. Il se rend compte que les héros ne l'ont jamais vu comme autre chose qu'un serviteur à utiliser à leur fin. Alors qu'il contemple sa vie sous un arbre, un groupe de jeunes enfants s'approche de lui et demande à voir ses capacités de dresseur de bêtes. Rin se montre à la hauteur de l'occasion et démontre sa capacité d'assujettissement, apprivoisant un aigle et lui ordonnant de saluer les enfants. Les jeunes garçons sont impressionnés par les capacités de Rin et expriment leur admiration et leurs aspirations à devenir des dompteurs de bêtes comme lui. Rin est surpris par les paroles des enfants, car il avait toujours supposé que les enfants aspiraient à devenir des héros plutôt que des dompteurs de bêtes, qui sont souvent considérés comme les membres les plus faibles sur le champ de bataille. Cependant, les enfants expliquent que les héros d'aujourd'hui sont souvent arrogants et hostiles, ce qui les amène à reconsidérer leur idolâtrie envers eux. Au lieu de cela, ils veulent suivre les traces de Rin et devenir de grands dompteurs de bêtes, parcourir le monde et gagner de l'argent. Inspiré par les paroles des enfants et par leur nouveau sens du but, Rin décide de poursuivre une nouvelle carrière d'aventurier, utilisant ses compétences de dompteur de bêtes pour accomplir diverses missions et acquérir plus d'expérience. N'ayant plus aucune responsabilité ni obligation d'affronter le Seigneur Démon, Rin est libre de se lancer dans ce nouveau voyage et de se faire un nom dans le monde. Il se lance sur sa nouvelle voie, désireux de prouver sa valeur et de démontrer la valeur de ses capacités. Le lendemain, Rin se rendit au bureau du syndicat des aventuriers, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Il était déterminé à se faire un nom en tant qu'aventurier en herbe et avait hâte de commencer son voyage. Alors qu'il s'approchait de la table du hall, il fut accueilli par une jeune femme nommée Nathalie. Elle était réceptionniste au bureau et son sourire chaleureux mit Rin à l'aise. Nathalie a commencé à expliquer les devoirs et les obligations d'un aventurier. En tant que nouvelle recrue, Rin avait une connaissance limitée des tenants et aboutissants de la profession. Mais il apprenait vite et écoutait attentivement chaque mot que disait Nathalie. La plupart des gens, impatients de se lancer dans leurs aventures, auraient sauté les explications et se seraient immédiatement inscrits. Mais Rin était déterminé à comprendre toute l'étendue de ses responsabilités. Après, Nathalie explique diverses choses allant du système de classement aux différents niveaux de difficulté des missions et aux récompenses qui vont avec chacun. Rin écoutait attentivement, s'imprégnant de chaque détail. À la fin du briefing, Nathalie a confié à Rin sa première mission. C'était une tâche simple, destinée à servir d'examen d'admission aux nouveaux aventuriers. Rin devait s'aventurer dans la forêt et vaincre 10 gobelins, ainsi que récupérer une poignée d'herbes rares. Lorsque Nathalie a appris le travail précédent de Rin en tant que dompteur de bêtes, elle a hésité. Les gobelins étaient connus pour être des adversaires redoutables, et elle craignait que Rin n'ait peut-être mordu plus qu'il ne pouvait gérer. Mais Rin était déterminé. Il avait confiance en ses capacités et pensait qu'il valait mieux s'attaquer à la mission en solo plutôt que d'imposer un fardeau aux autres. Rin avait pour mission d'abattre 10 gobelins et de récupérer des herbes rares dans la forêt. Mais il ne savait pas que son voyage le mènerait à une rencontre fortuite avec un être puissant. Après avoir reçu des informations sur le lieu de rassemblement des gobelins d'un écureuil, Rin s'est précipité sur les lieux, armé uniquement de son fidèle couteau. Il élimina furtivement chaque gobelin, un par un, jusqu'à ce qu'il soit le dernier debout. C'est alors qu'il entendit un appel à l'aide. Une jeune fille était attaquée par un énorme tigre noir et Rin savait qu'il devait agir vite. Il chargea vers le tigre, utilisant son couteau pour distraire la bête et donner à la jeune fille une chance de s'échapper. Mais la jeune fille ne ressemblait à aucune autre qu'il avait rencontrée auparavant. Au lieu de s'enfuir, elle sauta en l'air et abattit le tigre d'un seul coup sans effort. Rin regarda avec admiration, réalisant que cette fille était membre de la race des chats, l'un des êtres les plus forts sur Terre après la race des dragons et la race des fées.
Peu de temps après que le tigre ait été tué, la fille chat nommée Kanad est soudainement tombée inconsciente. Rin s'est vite rendu compte qu'elle était dans un état d'épuisement. Sans hésitation, il lui proposa quelques collations et la regarda reprendre lentement force et vitalité. C'est alors que Rin réalisa à quel point il avait de la chance d'avoir rencontré Kanad. En tant que membre de la race féline, une espèce considérée comme presque éteinte et extrêmement rare dans le monde, sa présence était une véritable merveille. Kanad est devenue agitée, fatiguée du rythme monotone de la vie dans sa maison de montagne. Elle avait envie d'aventure, de découvrir de nouveaux paysages et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est alors qu'elle est tombée sur Rin. Les deux se sont rapidement entendus, Rin régalant Kanad de récits de ses voyages et des héros qui avaient autrefois été ses compagnons. Mais le voyage de Rin n'a pas été sans défi, car il a partagé la raison de son départ du parti et pourquoi il cherchait maintenant à explorer le monde par lui-même. Alors que l'histoire de Rin touchait à sa fin, Kanad était remplie de colère envers les héros qui l'avaient si maltraité. Elle prit la parole, déclarant que Rin était une personne bonne et forte qui ne méritait pas une telle humiliation. Rin essaya de la réconforter, lui caressant doucement la tête et lui assurant que ses difficultés appartenaient désormais au passé. Mais Kanad ne l'aurait pas, au lieu de cela, elle a loué la détermination et la persévérance de Rin, et comment cela pourrait inspirer les autres à se dresser contre leurs ennemis. Et avec cela, elle a proposé un contrat entre eux, un lien qui les maintiendrait connectés, peu importe où leur voyage les mènerait. Malgré ses hésitations initiales, Rin a finalement décidé d'accepter l'offre de Kanad. Il espérait qu'avec son aide, il pourrait mettre ses difficultés passées derrière lui et retrouver le bonheur. Et avec la signature de leur contrat, Kanad est officiellement devenu le partenaire d'aventure de Rin, le rejoignant dans son voyage. Les deux ont rayonné de joie à l'idée de leur nouveau partenariat, tous deux jurant de veiller l'un sur l'autre et de se soutenir mutuellement tout au long du chemin. Enthousiasmés par leur nouveau partenariat, Rin leur a suggéré de monter sur la colline pour chasser les lapins. À la surprise de Kanad, Rin a révélé qu'il avait la capacité de conclure des contrats temporaires avec plusieurs animaux à la fois, brisant ses hypothèses précédentes sur les dompteurs de bêtes. Après avoir joué avec les lapins et ramassé des herbes, Rin et Kanad se sont rendus au bâtiment de l'Union des aventuriers pour recevoir leur salaire bien mérité. Après avoir accompli avec succès leur première mission, Rin remit fièrement les 10 noyaux gobelins et 20 types d'herbes à l'Union des aventuriers. Cela a marqué son intronisation officielle dans la communauté des aventuriers, ce qui lui a valu sa toute première carte de permis d'aventurier. Mais à la déception de Rin, la récompense de leur mission n'était pas suffisante pour couvrir le coût de leur séjour à l'auberge. Déterminé à ne pas laisser cet échec entraver leur voyage, Rin s'est fixé pour objectif d'accomplir des missions supplémentaires afin de gagner plus d'argent et de poursuivre leur voyage. Malheureusement, leur nouveau succès fut de courte durée, car un homme aventureux s'approcha de Kanad, tentant de la séduire et de la convaincre de quitter le côté de Rin. Kanad s'offusqua de l'insulte de l'homme, défendant férocement Rin et ses talents de dresseur de bêtes. Mais l'homme se contenta de rire, rabaissant Rin en tant qu'aventurier novice sans réel pouvoir. Déterminé à faire ses preuves, l'homme a défié Rin dans un match de bras de fer, le vainqueur gagnant le droit à la compagnie de Kanad. Bien qu'il ne se sente pas sûr de sa propre force, Rin s'est senti obligé de participer au match de bras de fer afin de protéger la dignité de Kanad. À la surprise générale, Rin est sorti victorieux, battant facilement l'homme et faisant gonfler sa main dans le processus. Kanad était rempli de fierté et de bonheur à la victoire de Rin, tandis que Rin lui-même était stupéfait par sa propre force. Soudain, Nathalie s'est approchée d'eux et s'est excusée pour les actions de l'aventurier, expulsant rapidement l'homme du bâtiment de l'Union des aventuriers. Il était bien connu que l'homme causait souvent des ennuis aux aventuriers débutants, alors Nathalie a décidé de révoquer temporairement sa carte de permis en guise de punition. Kanad a expliqué à Rin que sa nouvelle force était probablement le résultat de son contrat avec l'une des espèces les plus fortes au monde. Cela signifiait que les capacités physiques de Rin étaient désormais comparables à celles de la hache d'un chat. Rin et Kanad étaient remplis d'un nouveau sentiment d'excitation et de détermination pour accomplir les diverses missions d'aventure qui les attendaient. Cependant, l'excitation de Kanad a été de courte durée lorsqu'elle a découvert que leur dernière mission était simplement de collecter plus d'herbes. Kanad avait rêvé de vivre de grandes aventures, comme rechercher l'épée légendaire ou sauver une princesse kidnappée par un dragon. En revanche, Rin abordait chaque mission avec un sentiment de joie et d'appréciation, réalisant qu'en tant qu'aventurier novice, il était important de développer sa force et ses compétences avant d'entreprendre des tâches plus difficiles. Rin a travaillé efficacement et rapidement, utilisant sa maîtrise des lapins qu'il avait précédemment apprivoisés. En un rien de temps, ils s'étaient procuré toutes les herbes dont ils avaient besoin pour leur quête. Cependant, Kanad ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'envie face au lien entre Rin et les lapins. Juste au moment où cette pensée lui traversa l'esprit, un cri perça l'air du plus profond de la forêt. Rin et Kanad passèrent rapidement à l'action, se précipitant vers la source de la détresse. Alors qu'ils traversaient les sous-bois, ils sont tombés sur une scène déchirante. Un vieil homme était entouré d'un groupe de bandits à l'air rude, brandissant des armes tranchantes. Les gardes du corps du vieil homme l'avaient abandonné à la première vue de la bande menaçante de voleurs, le laissant seul face au danger.
Kanad a sagement suggéré qu'il cherche des renforts, mais Rin craignait qu'il ne manque de temps s'il devait retourner dans la ville. Sans hésitation, Rin s'avança courageusement et demanda à Kanad de protéger le vieil homme pendant qu'il allait affronter les bandits. Avec un regard déterminé dans les yeux, Rin chargea vers le groupe de voyous, les prenant un par un. Kanad monta la garde sur le vieil homme, son attention entièrement concentrée sur la démonstration héroïque de Rin. La vitesse et la férocité de ses mouvements laissèrent les bandits complètement abasourdis, et avant qu'elle ne s'en rende compte, Rin les avait tous vaincus. Kanad était tellement séduite par la bravoure de Rin qu'elle a à peine enregistré l'issue du combat. Le vieil homme remercia avec gratitude Rin et Kanad pour leur aider et les exhorta à partir avant que les alliés des bandits n'arrivent pour se venger. Il les a informés que le groupe de voleurs était membre des tristement célèbres 100 Black Fang et qu'ils viendraient sûrement chercher des représailles après avoir appris leur défaite. Rin était déterminé à empêcher les Black Fang de nuire à qui que ce soit. Il a décidé de retrouver le gang et de le traduire en justice. Avec un but dans son cœur, Rin partit pour mettre fin une fois pour toutes à la terreur infligée par les Black Fang. Rin a reçu des informations sur la cachette des Black Fang d'un sympathique écureuil, et sans hésitation, il s'est rendu sur place. Cependant, Kanad s'inquiétait pour la sécurité de Rin et le suppliait de ne pas affronter seul le dangereux gang. Malgré ses inquiétudes, Rin a révélé qu'il avait déjà un plan en place et qu'il était confiant dans sa capacité à réussir. Alors qu'ils approchaient du quartier général des Black Fang, Kanad fondit soudain en larmes. Elle a avoué se sentir jalouse de l'écureuil qui avait toujours Rin sur qui compter, alors qu'elle se sentait impuissante. Rin a rapidement écarté le doute de Kanad et lui a dit que c'était elle qui lui avait donné force et courage. Avec une étincelle dans les yeux, Rin a révélé une autre de ses compétences, il a apprivoisé une abeille venimeuse en utilisant une technique d'apprivoisement des insectes qu'il avait apprise dans sa ville natale. Kanad était encore plus étonné par les capacités de Rin, car il était rare qu'un dompteur de bêtes possède deux pouvoirs d'assujettissement à la fois. Avec leur plan en place, Rin a demandé à Kanad d'aller en ville et de demander des renforts aux chevaliers, tandis qu'il utiliserait les abeilles pour maîtriser les bandits. Kanad partit rapidement pour la ville, laissant Rin exercer sa magie. Utilisant ses pouvoirs d'apprivoisement des insectes, Rin invoqua des essaims d'abeilles et contracta autant d'abeilles empoisonnées qu'il le pouvait, prêt à endormir les voyous et à les capturer tous. Pendant ce temps, Lin et Mina étaient haletantes et épuisées après avoir fui les bandits au cœur de la forêt. Dans une tentative désespérée de gagner de l'argent supplémentaire, ils se sont faufilés dans le bâtiment du syndicat à l'insu d'Agathe et Dario et se sont lancés dans une mission secrète. Cependant, leur voyage a été interrompu lorsqu'ils ont été pris en embuscade par un groupe de dizaines de voleurs et forcés de fuir, laissant leurs biens derrière eux. Lin a réprimandé Maru, leur bête de mer, pour les avoir abandonnés lors de l'attaque. Maru a répondu qu'en tant que dompteur de bêtes, il était incapable de se battre et qu'il était tout à fait naturel qu'il s'enfuit en premier. Il a également souligné que Lin, en tant que héros, aurait dû être capable de vaincre les voleurs avec facilité. Lin ne pouvait s'empêcher de comparer Maru à Rin, qui travaillait comme informateur et avait la capacité d'apprivoiser des dizaines d'animaux à la fois. Maru a été stupéfait par la nouvelle. Il était largement admis que tenter d'apprivoiser plus d'une bête à la fois aurait pour résultat que le corps du dompteur s'enflammerait et exploserait. Apprivoiser plusieurs bêtes était un exploit incroyablement rare, et seuls les dompteurs de bêtes les plus qualifiés pouvaient le faire. Rin a dû être l'une des rares exceptions. Cependant, Lin n'était pas convaincue. Elle considérait Maru comme une dompteuse de bêtes paresseuse et sans talent qui inventait des histoires pour couvrir son manque de capacité. Pour protéger sa réputation de héros, elle a exigé que Maru avoue avoir accompli la mission par elle-même. Lin et Mina ne pouvaient pas supporter l'idée que leur nom soit terni par une mission ratée, en particulier une qui a été causée par un simple groupe de bandits dans la forêt. Se sentant menacée par leur pouvoir magique, Maru fut forcée de se conformer à leur demande et s'enfuit de la scène, les larmes coulant sur son visage. Rin avait réussi à neutraliser les Black Fang en utilisant ses abeilles toxiques. Juste au moment où il était sur le point de remettre les criminels à un groupe d'aventuriers dirigé par Kanad, un troupeau de monstres de classe C, les King Lizard, est apparu et a attaqué. Rin entra en action, combattant les bêtes une à une tout en appelant les autres aventuriers à évacuer les voleurs paralysés. Grâce à la bravoure de Rin, le groupe a pu vaincre les monstres et s'échapper indemne de la cachette des Black Fang. Les aventuriers étaient tous impressionnés par les compétences de Rin et soulagés qu'il s'en soit sorti sain et sauf. Cette expérience a été un tournant pour Rin. Il réalisa la joie d'être apprécié et respecté par les autres, un sentiment qui lui avait échappé alors qu'il faisait encore partie du groupe du héros. À partir de ce jour, Rin était reconnaissant de son départ du parti et des opportunités qu'il lui offrait. Rin a exprimé sa gratitude à Kanad pour avoir changé sa vie pour le mieux. Après leur mission réussie pour éliminer les Black Fang, Rin a été promu de la classe F à la classe E et a reçu des récompenses substantielles. Il a célébré son nouveau rang en se livrant à des repas luxueux et en louant une auberge pour la nuit. Cependant, l'auberge n'avait qu'une seule chambre disponible, forçant Rin et Kanad à partager. Rin était nerveux à propos de la proximité, mais Kanad n'avait aucun scrupule à partager une chambre, d'autant plus que le lit était extrêmement confortable.
Malgré ses hésitations initiales, Rhin accepta finalement de partager la chambre avec Kanade, reconnaissant de l'amitié et du soutien qu'il avait trouvé depuis leur première rencontre. Kanade a encouragé Rhin à rester dans la chambre et à se reposer. Elle faisait entièrement confiance à Rhin et savait qu'il ne lui ferait jamais de mal. Alors que Rhin s'endormit, Kanade ne put s'empêcher de sourire à la personne sincère et gentille qu'il était. Avant de rencontrer Rhin, Kanade avait rencontré de nombreux aventuriers voyous qui ne cherchaient qu'à exploiter sa force en tant que l'une des races les plus fortes. Mais Rhin était différent. Il n'a jamais montré d'intention malveillante à son égard et l'a toujours traité avec gentillesse et respect. C'était un contraste frappant avec ses expériences avec la fête du héros. Kanade a fait le vœu de ne jamais quitter Rhin, d'être son fidèle compagnon et ami, quels que soient les défis auxquels il pourrait être confronté à l'avenir. Enthousiasmés par un nouveau défi, Rhin et Kanade ont accepté une mission de l'Union des héros pour vaincre un chien de garde sur le pont Stride. La présence du chien avait effrayé de nombreux voyageurs, même si personne n'avait été blessé, et la récompense pour avoir accompli la mission était une généreuse somme d'or. Sans tarder, le duo partit pour le Street Bridge, prêt à affronter le redoutable chien de garde et à rétablir la paix dans la région. Rhin et Kanade étaient émerveillés lorsqu'ils sont arrivés au pont Stride, reliant les continents central et méridional. Le paysage époustouflant les a laissés sans voix. Mais leur étonnement se transforma rapidement en surprise lorsqu'ils rencontrèrent un dragon rouge, leur cible désignée. Rhin, connaissant la force de la race féline, fut surpris car le chien de garde était en fait un dragon, une race connue pour être beaucoup plus forte. À l'approche du dragon rouge, il se transforma en une jeune femme nommée Tanya, membre de la race des dragons. Tanya a expliqué qu'elle s'était entraînée sur le pont, espérant trouver l'adversaire le plus fort à vaincre. Cependant, l'incompréhension et la peur des voyageurs l'ont fait prendre pour un chien de garde. Le défi de Tanya a lancé Rhin et Kanade dans l'action. L'homme demi-dragon devait être vaincu afin de bannir Tanya du pont. Tanya a ouvert avec un coup de poing fougueux, mais Rhin a habilement esquivé l'attaque tandis que Kanade a été laissé dans un état de panique alors que sa queue s'enflammait. La vue de sa queue bien-aimée réduite en cendres était trop dure à supporter pour Kanade. Alimentée par la colère, elle se lança sur Tanya à la vitesse de l'éclair, déterminée à lui donner une leçon qu'elle n'oublierait pas. Alors que Rhin lançait sa propre attaque, Tanya a répliqué en envoyant Rhin et Kanade planer dans le ciel. Tanya a soufflé un barrage de flammes dans leur direction, mais le duo a réussi à résister à la chaleur intense. Malgré la tentative de Tanya de mettre fin à leur combat, Rhin et Kanade se sont montrés résilients. Tanya a été interloquée par leur force, les considérant comme des adversaires redoutables malgré leur statut d'aventurier novice. Rhin a conçu un plan pour vaincre Tanya. Il a demandé à Kanade de retenir Tanya pendant 3 minutes pendant qu'il se préparait. Rhin invoqua un oiseau et lui ordonna d'amener un troupeau de son espèce à la bataille. Tanya s'est débarrassée sans effort des oiseaux qui volaient vers elle, mais elle ne savait pas que les oiseaux transportaient un puissant poison. Quelques instants seulement après le départ des oiseaux, Tanya s'est soudainement effondrée, paralysée par le poison. Rhin s'est approché de Tanya, qui gisait vaincue au sol. Il l'informa que les oiseaux étaient capables d'injecter une toxine puissante qui pouvait rendre une personne inconsciente en quelques minutes. Tanya réalisa qu'elle avait été vaincue et concéda à Rhin et Kanade. Elle s'attendait à ce que Rhin la vende à d'autres aventuriers pour une grosse somme, mais Rhin avait une intention différente. Il voulait simplement que Tanya arrête de causer des problèmes sur le Street Bridge. Une fois leur mission terminée, Rhin et Kanade ont amené Tanya au bureau du syndicat et ont rapporté leur succès à Nathalie. Nathalie était curieuse à propos de Tanya et a interrogé Rhin sur son identité. Pour empêcher Tanya d'être découverte comme une race de dragons, chassée par des aventuriers, Rhin a été contraint de fabriquer un mensonge, affirmant que Tanya était une passionnée de cosplay d'anime. Tanya était sur le point de faire sauter sa couverture, alors Rhin et Kanade l'ont rapidement emmenée du bureau du syndicat vers un endroit plus sûr. Au cours de leur voyage à travers la ville, Tanya a taquiné de manière ludique les aventuriers costauds et a même fièrement montré sa queue de dragon aux enfants, au grand désarroi de Rhin. En arrivant dans une zone isolée, Rhin a averti Tanya de garder son identité cachée, car sa vie était en danger si les aventuriers ou les chevaliers de la ville découvraient qu'elle était membre de la race des dragons. Il a suggéré que Tanya s'entraîne dans un endroit sûr et reste à l'écart de la ville, mais Tanya a refusé d'être séparée de Rhin. Elle a supplié Rhin de la laisser rejoindre leur équipe afin qu'elle puisse continuer son entraînement tout en partant à l'aventure. Après mûre réflexion, Rhin a accepté d'intégrer Tanya dans leur équipe, aux grandes dames de Kanade. Malgré sa jalousie envers le comportement affectueux de Tanya envers Rhin, Kanade a également été forcé de l'accepter comme membre de leur groupe. Avec Tanya rejoignant officiellement l'équipe de Rhin, elle a pu nouer un lien avec Rhin grâce à leur contrat. Rhin, à son tour, était reconnaissant d'avoir conclu des contrats avec deux des races les plus fortes. La nouvelle dynamique de leur groupe promettait d'apporter de nouveaux défis et aventures. À l'approche du soir, Ario et les autres héros ont commencé à regretter d'avoir expulsé Rhin de leur groupe. Avec Rhin parti, ils étaient maintenant accablés par tout le travail qu'il avait l'habitude de gérer. Ario prévoyait d'inviter Rhin à les rejoindre pour une mission dans la forêt hérétique,
mais avec l'intention d'abandonner à nouveau Rhin une fois la mission terminée afin qu'ils puissent garder les récompenses pour eux-mêmes. Estimant que Rhin était facilement manipulable, Ario était convaincu que Rhin accepterait l'offre. Cette nuit-là à l'auberge, Rhin a été relégué à dormir par terre pendant que Kanad et Tanya se disputaient le matelas chaud à côté de lui. Le lendemain, Rhin et son équipe se sont lancés dans une mission visant à éradiquer les créatures visqueuses qui étaient devenues une nuisance pour les champs et les plantations des citadins. La réussite de cette tâche simple a apporté soulagement et joie à Rhin, car elle a aidé Kanad et Tanya à se rapprocher. Rhin a décidé d'utiliser sa capacité à posséder un oiseau afin de localiser le lieu de rassemblement des boues, tandis que Tanya et Kanad montraient la garde sur le corps endormi de Rhin. Après avoir découvert l'emplacement du troupeau de Slim, Rhin et son équipe s'y sont rapidement rendus et se sont préparés à lancer leur attaque. Tanya, consciente de l'expertise de Rhin dans la magie de l'éclair de feu, l'a approché avec une demande. Elle lui a demandé d'utiliser ses compétences pour repousser la horde de Slim qui approchait. Rhin était initialement hésitant, car il n'avait pas utilisé son éclair de feu depuis des années et n'était pas sûr qu'il serait assez fort. Mais après avoir rassemblé sa concentration, il a déclenché une puissante rafale de feu, à sa grande surprise. Il ne pouvait pas croire à quel point le feu lui était venu facilement, après tout ce temps. Tanya éclaire Rhin sur les avantages de leur contrat. Elle l'a informé qu'à la suite de leur accord, sa maîtrise de la magie du feu ne fera que croître et se renforcer. Tanya a encouragé Rhin à continuer à perfectionner ses compétences et à se pousser à maîtriser diverses techniques de magie du feu. De cette façon, il pourrait exploiter tout le potentiel de ses pouvoirs. Après une mission réussie, Rhin et son équipe se sont dirigés vers le bureau du syndicat pour récupérer leur récompense bien méritée. Avec leur argent durement gagné, ils se sont offerts un délicieux festin, savourant les fruits de leur travail. La nuit après qu'ils aient passé plusieurs repas dans un restaurant, Kanad et Tanya ont été intrigués par les capacités de Rhin et l'ont interrogé sur son parcours en tant que dompteur de bêtes. Rhin a partagé son histoire, depuis son enfance. Il a grandi dans un village rempli de dompteurs de bêtes talentueux, dont ses deux parents. Dès son plus jeune âge, Rhin a perfectionné ses capacités, entraînant et apprivoisant constamment de plus petites créatures dans les forêts voisines. N'ayant nulle part où aller, Rhin a accepté un emploi de femme de ménage chez l'un des aventuriers qui l'ont sauvé. Il vivait dans le grenier, luttant pour survivre mais sans jamais perdre de vue son objectif de devenir le dompteur de bêtes le plus puissant. Alors qu'il devenait adolescent, Rhin a continué à s'entraîner et à perfectionner ses compétences dans la forêt. Un jour, le destin sourit à Rhin. Il rencontre 4 héros qui voient son potentiel et lui proposent de rejoindre leur équipe. Sans hésitation, Rhin a accepté l'offre, désireux de faire une différence et de protéger les autres de la tragédie qui a frappé son village. Avec son nouveau but, Rhin était déterminé à utiliser ses pouvoirs pour aider les autres et avoir un impact positif sur le monde. Après une longue journée d'entraînement, Rhin retourna dans son village pour le trouver en ruine. Le seigneur démon avait attaqué et incendié le village. Rhin était le seul survivant et fut secouru par un groupe d'aventuriers errants. Cette tragédie a marqué un tournant dans la vie de Rhin, et il a fait le vœu de devenir le dompteur de bêtes le plus puissant et de protéger les autres contre le même sort que son village. Après un certain temps, les héros ont fait une annonce choquante à Rhin, il ne faisait plus partie de leur groupe. Ils déclarèrent froidement qu'ils ne l'avaient gardé que comme messager. La vérité a été un coup dur pour Rhin, mais ce fut aussi un moment de clarté pour Kanad. Elle a finalement compris pourquoi Rhin avait toujours fait passer les autres avant lui, même au péril de sa vie. Il avait voulu épargner aux autres la douleur et la souffrance qu'il avait endurée. Tanya et Kanad étaient furieuses du traitement insensible de Rhin par les soi-disant héros, mais elles étaient soulagées de savoir que Rhin serait enfin capable de vivre une vie sans leur exploitation. Un jour, alors que Rhin et son équipe étaient en mission pour lutter contre un troupeau de races d'orques sur une colline, Tanya aurait sous-estimé les capacités des ors, qui étaient considérés comme des monstres de classe E, et aurait agi de manière imprudente en attaquant les ors. Troupeau seul. Heureusement, Rhin aurait protégé Tanya lorsqu'elle a failli être blessée par l'un des ors, même si cela a entraîné une égratignure de l'un des bras de Rhin. Tanya, qui se serait sentie coupable de l'incident, s'est immédiatement excusée auprès de Rhin, mais il l'aurait calmé et aurait déclaré qu'il possédait déjà une compétence de guérison qui pourrait guérir ses blessures en peu de temps. Le soleil de l'après-midi brillait sur Rhin et Kanad alors qu'ils se dirigeaient vers le bureau du syndicat pour récupérer l'argent de la récompense. Pendant ce temps, Tanya avait décidé de passer du temps seule et s'était rendue dans une rivière pour réfléchir à ses erreurs passées. En atteignant le pont au-dessus de la rivière, Rhin vit Tanya en contrebas, perdue dans ses pensées, et s'approcha d'elle. Tanya s'est excusée une fois de plus pour son comportement imprudent et imprudent, ce à quoi Rhin a répondu en posant doucement une main sur son épaule et en lui suggérant d'arrêter de se culpabiliser et d'utiliser ses erreurs comme une leçon pour l'avenir. Cette nuit-là, à l'auberge, Rhin a tenté de louer une chambre supplémentaire mais a été informé par l'aubergiste que toutes les chambres étaient occupées. Pendant que le reste du groupe dormait, Tanya resta éveillée, observant Rhin et réfléchissant à sa nature bienveillante. Le lendemain, alors que Rhin et son équipe partaient en mission au milieu de la forêt, ils tombèrent sur les 4 héros qui avaient jadis mis Rhin de côté. Malgré sa déception,
Rin avait l'intention de partir sans les reconnaître mais a été arrêté par Ario. Ario a exhorté Rin à saluer les héros et à faire amende honorable, car il réalisait que c'était lui et les autres héros qui devraient regretter leur amitié brisée, pour avoir accepté quelqu'un d'aussi inutile que Rin dans leur groupe. Tanya et Kanad ont été exaspérés par les paroles irrespectueuses d'Ario envers leur maître et ont exigé qu'il fasse preuve de respect. Les héros ont été surpris, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'un homme faible comme Rin ait gagné la loyauté de deux créatures puissantes, un chat et un dragon. Rin, ne voulant pas perdre de temps avec leurs motivations égoïstes, a demandé directement à Ario ce qu'il voulait. Ario expliqua que leur groupe avait pour mission d'explorer la dangereuse forêt perdue et avait besoin de l'aide de Rin en tant que messager pour transporter leurs fournitures. La forêt perdue était connue pour ses sentiers en constante évolution, rendant presque impossible pour tout aventurier de s'y retrouver sans l'aide d'un dompteur de bêtes expérimenté. Lin a proclamé hautement que Rin devrait être reconnaissant de l'opportunité de rejoindre leur groupe. Rin en a eu marre des insultes et a fermement rejeté leur offre, se tournant pour partir. Mais Mina s'avança, rappelant à Rin que le véritable but de leur mission était de localiser la relique sacrée, le bouclier Saï, qui était nécessaire pour vaincre le roi démon. S'ils ne parvenaient pas à obtenir l'arme, la ville serait vulnérable à la colère du seigneur démon, et une autre tragédie comme celle qui a frappé le village de Rin serait inévitable. Les souvenirs de la destruction de son village pesaient lourdement sur l'esprit de Rin, et il accepta à contre-séure de rejoindre les héros dans leur mission, déterminé à éviter toute autre perte de vie. Au lieu d'exprimer leur gratitude à Rin pour avoir rejoint leur cause, les héros l'ont réprimandé pour ne pas avoir accepté leur offre plus tôt. Tanya et Kanad, qui ne supporteraient pas une telle humiliation, ont exigé que Lin et les autres héros s'excusent et se prosternent devant Rin. Cependant, Ario, qui était trop fier pour s'excuser, a attrapé Rin par le col et a rabaissé Kanad et Tanya comme de simples animaux de compagnie. Rin ne pouvait pas tolérer ce manque de respect et frappa Ario d'un puissant coup de poing, le faisant vaciller. Rin a clairement indiqué à Ario et aux autres que Kanad et Tanya n'étaient pas seulement des animaux de compagnie pour lui, mais des amis précieux méritant le respect. À la suite de l'altercation, Ario et les autres héros ont défié Rin et les deux filles dans une bataille pour déterminer qui était la plus forte d'entre elles. Kanad affronterait Agathe, Rin contre Ario et Tanya contre Lin et Mina. Malgré l'arme redoutable d'Agathe, une épée massive, Kanad a pu facilement détourner ses attaques. Agathe, frustrée, a tenté de déclencher une technique d'épée de feu, mais Kanad l'a contrée sans effort. Agathe s'est rendu compte qu'il avait gravement sous-estimé les capacités de Kanad et a décidé d'utiliser tout son pouvoir pour tenter de la vaincre. Cependant, en apprenant que Kanad n'avait même pas utilisé la moitié de sa force pendant leur combat, la confiance d'Agathe a rapidement diminué. En un rien de temps, Kanad est sorti vainqueur après une bataille courte mais intense. Dans le même temps, Tanya s'est engagée dans une bataille avec Lin et Mina, mettant en valeur la puissance de leurs magies respectives. À la surprise générale, Tanya a pu dévier sans effort toutes les attaques magiques lancées par Lin et Mina d'un simple mouvement du doigt. Les techniques magiques de Tanya étaient beaucoup plus avancées et puissantes, lui permettant facilement de contrer leurs sorts avec une magie encore plus grande. Tanya, qui en avait assez de leur arrogance, les a avertis de ne plus jamais sous-estimer le pouvoir de quelqu'un et de toujours faire preuve de respect envers les autres, quelle que soit leur force. Lin et Mina, qui ont été profondément secoués par la démonstration de pouvoir de Tanya, se sont excusés et se sont prosternés devant elle, implorant leur pardon. Ario a rabaissé Rin, le traitant de dompteur de bêtes inutiles. Mais Rin ne l'avait pas. D'un coup violent, il fit taire les insultes d'Ario. Cependant, Ario n'a pas tardé à riposter, son épée clignotant à une vitesse qui a presque pris Rin au dépourvu. Mais Rin a vu à travers la faiblesse d'Ario et a riposté avec confiance avec un puissant coup de poing dans l'estomac. Pendant qu'il se battait, Rin étudia les schémas d'attaque d'Ario, les utilisant à son avantage. Il était capable de prédire les mouvements d'Ario et de se défendre facilement contre ses attaques. Rin a informé Ario qu'il n'était plus la même personne qu'il connaissait autrefois, car il était devenu plus fort depuis qu'il avait conclu des contrats avec les races de chats et de dragons. Malgré cela, Ario sous-estimait toujours Rin. Il croyait que les seules capacités de Rin étaient la magie de guérison et la magie du feu, et continuait de l'attaquer sans relâche. Mais Rin était prêt, montrant à Ario qu'il était bien plus que quelques tours de magie. Ario était convaincu qu'il gagnerait facilement le combat, mais ses plans furent rapidement déjoués. Juste au moment où il portait son dernier coup, il se retrouva paralysé par la piqûre d'abeille venimeuse invoquée par Rin. Ario a demandé pardon, mais Rin n'était pas prêt à pardonner l'humiliation qu'Ario avait infligée à ses amis. Il a porté un coup dévastateur à Ario en représailles. À la fin, Rin et son équipe sont sortis victorieux des héros arrogants. Les héros vaincus ont été forcés de s'humilier, s'excusant pour leurs erreurs et transgressions passées. Avec leur victoire sur les héros arrogants, Rin et son équipe ont entrepris leur mission de trouver le bouclier Saï dans la dangereuse forêt hérétique. Armés d'une carte fournie par Ario, ils se sont mis en route, malgré le fait qu'aucun d'entre eux n'avait jamais été dans la forêt auparavant. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les arbres denses et la végétation envahie,
Rin utilisa sa magie pour posséder le corps d'un oiseau, planant au-dessus de la canopée pour rechercher le meilleur itinéraire. Il découvrit bientôt le chemin qui les mènerait au cœur de la forêt. De retour dans son propre corps, Rin mena l'équipe sur le chemin qu'il avait trouvé. Mais leur voyage a pris une tournure étrange lorsqu'ils se sont perdus à plusieurs reprises et se sont retrouvés au même endroit encore et encore. Tanya remarqua qu'il y avait un sortilège d'illusion à l'œuvre, et elle sut qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet. Elle a utilisé sa magie légère pour briser l'illusion et les guider vers la source de la magie. Alors qu'ils continuaient leur voyage, ils tombèrent sur un arbre massif, la source du sortilège d'illusion. Tanya ne voulait pas endommager l'arbre, mais le temps était compté et ils n'avaient pas d'autre choix. Juste au moment où Kanad était sur le point de frapper l'arbre avec un coup de poing puissant, elle entendit une voix venant de l'intérieur de l'arbre. À leur grande surprise, ils ont découvert que l'arbre était habité par plusieurs femmes elfes. Rin a été surpris lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec une fée, une race connue pour ses puissantes capacités magiques et qui aurait disparu il y a 200 ans. Les fées étaient connues pour considérer les humains comme des ennemis et la rumeur disait qu'elles se retiraient dans des forêts et des montagnes reculées pour les éviter. Alors que Rin s'approchait de la fée, elle fronça les sourcils et le repoussa, prête à déclencher une attaque magique. Rapide sur ses pieds, Rin et son équipe ont fui les lieux, cherchant refuge alors qu'ils tentaient de concevoir une stratégie pour approcher la créature insaisissable. Kanad était intrigué par le comportement de la fée. Les fées étaient généralement amicales avec les étrangers et les visiteurs, ce qui lui faisait soupçonner que cette fée particulière n'avait pas encore accepté l'arrivée de Rin et de ses compagnons humains. Cependant, Rin avait une théorie différente. Il croyait que la fée leur cachait quelque chose et travaillait peut-être avec les monstres pour protéger le bouclier Saï. Tanya a proposé un plan où elle distrait la fée tandis que Kanad se dirigerait vers l'arbre d'illusion pour le détruire. Mais Rin a rejeté l'idée, estimant que la violence ne ferait qu'aggraver la situation. Au lieu de cela, il a décidé d'essayer de communiquer avec la fée, pour découvrir la vérité derrière leur soudain comportement hostile. Après tout, leur mission dans la forêt n'était pas de nuire aux fées mais de découvrir ce qui se passait. Rin était convaincu que grâce à une communication ouverte, il pourrait mieux comprendre la situation et trouver une solution pacifique. Alors que Rin retournait à l'arbre des illusions, il essaya d'engager une conversation avec la fée. Il était prêt à la laisser l'attaquer, tant qu'elle ne faisait pas de mal à ses amis. À sa grande surprise, la jeune fille, nommée Sora, décocha une flèche magique vers lui. Mais Rin a tenu bon, n'esquivant pas l'attaque. Lorsque Kanad et Tanya se sont précipités pour le protéger, Sora a rapidement annulé le sort, ne voulant pas les blesser. Tanya et Kanad en ont profité pour expliquer à Sora que Rin était un humain au bon cœur qui aidait toujours ceux qui en avaient besoin sans arrière-pensée. Leurs paroles semblaient avoir un effet sur Sora, qui s'approcha de Rin et se présenta. Ils ont finalement commencé à parler et Sora a révélé que les fées avaient créé la barrière magique dans la forêt pour protéger leur village caché. Rin informa Sora du but de leur visite, qui était de trouver le bouclier Saï pour l'utiliser comme arme contre le seigneur démon. À la surprise de Rin, Sora lui présenta l'arme sacrée, disant que des arrangements avaient été pris avec les monstres pour sa livraison au héros. Alors qu'il se dirigeait vers le centre-ville, Rin sentit que quelque chose troublait Sora et se retourna pour s'enquérir de son bien-être, exprimant son inquiétude et offrant son aide si nécessaire. Sora le remercia pour sa gentillesse et ils continuèrent leur voyage, portant le bouclier Saï avec une compréhension plus profonde de la race des fées. Sora révéla à Rin et à ses compagnons qu'elle avait une sœur jumelle nommée Runa et qu'ils étaient chargés de garder l'arbre illusoire. Cependant, une récente rencontre avec les Shadow Knights, une armée de rois démons, avait entraîné la capture de Runa. Sora a exprimé sa crainte pour le bien-être de sa sœur, étant donné la brutalité connue des chevaliers de l'ombre. Rin et ses compagnons ont écouté avec empathie et ont proposé d'aider à sauver Runa. Sora était submergée de gratitude, car elle ne pouvait pas imaginer un être humain prêt à aider une fée dans le besoin. Avec une détermination commune à réunir les sœurs et à vaincre les chevaliers de l'ombre, le groupe a élaboré un plan et s'est lancé dans sa mission. Ils apprirent que Sora et Runa avaient tenté de se défendre contre les chevaliers de l'ombre en utilisant leur pouvoir magique. Cependant, les Shadow Knights étaient trop puissants et Runa fut finalement capturée. Rin a informé le groupe que les chevaliers de l'ombre étaient connus pour être des monstres de classe et dotés d'un formidable pouvoir magique et d'une immunité aux attaques magiques, faisant ainsi des attaques physiques le seul moyen de les vaincre. Sora révèle que les chevaliers de l'ombre retenaient Runa en otage afin de la forcer à éliminer la magie protectrice du village des fées, permettant ainsi à l'armée du Seigneur Démon de détruire l'une des races les plus fortes de la planète. Cependant, Sora n'était pas disposé à mettre la sécurité des fées en danger et s'enfuit donc pour demander l'aide du chef du village. Malheureusement, le chef du village a choisi de ne pas s'engager dans la bataille contre l'armée du Seigneur Démon, sacrifiant la sœur de Sora pour le bien de la sécurité de toute la nation féerique. Cela pesait lourdement sur Sora, qui se sentait toujours coupable de ce qui était arrivé à Runa. En entendant son histoire, Rin lui fit la promesse de l'aider à sauver Runa sans mettre les fées en danger. Rin et son équipe se dirigèrent vers le repère du chevalier de l'ombre, laissant Sora derrière l'arbre à illusions avec les autres fées. Dès leur arrivée,
Il trouve Runa inconsciente et suspendue à un arbre, liée et impuissante. Sans hésitation, Rin et son équipe lancent une attaque coordonnée contre le Shadow Knight. Rin utilise une explosion de feu ardent pour distraire son ennemi, tandis que Kanad délivre une rafale de coups de pied puissants. Juste au moment où le Chevalier de l'Ombre était sur le point de frapper, Tanya vola rapidement à la rescousse de Runa, interceptant l'attaque et la sauvant. Rin a demandé à Tanya de libérer Runa et de l'emmener en sécurité pendant que lui et Kanad affrontaient seuls le Chevalier de l'Ombre. Enragé par la tournure des événements, le Chevalier de l'Ombre a déclenché un puissant éclair et un tourbillon, mettant Rin en grave péril. Conscient de la situation dangereuse, Rin élabora un plan. Il a demandé à Kanad d'engager le Chevalier de l'Ombre, lui laissant ainsi le temps d'exécuter son prochain mouvement. Rin a invoqué un essaim d'abeilles pour perturber la concentration du Chevalier de l'Ombre et perturber le vortex, créant ainsi une opportunité pour Kanad de frapper. Le plan de Rin a été un succès et il a amélioré la force et la vitesse de Kanad grâce à son booster de compétences. Grâce à son nouveau pouvoir, Kanad a pu vaincre le Chevalier de l'Ombre d'un seul coup puissant. Elle avait l'air ravie de sa victoire, fière de ce qu'elle avait accompli. Rin a expliqué qu'en tant que dompteur de bêtes, il était capable de renforcer le familier ou la bête qu'il avait conquis, leur permettant d'atteindre leur plein potentiel. Après la bataille, Tanya a loué la capacité de rappel rare et précieuse de Rin. Kanad dansait avec enthousiasme, se délectant de leur victoire durement gagnée. À ce moment-là, Runa s'est réveillée et s'est réveillée de son sommeil. Elle a demandé qui était Rin, sa confusion évidente. Rin expliqua gentiment qu'il était un ami envoyé par Sora pour la sauver et que sa sœur ne l'avait jamais vraiment quitté. Une fois Runa revenue saine et sauve, Sora l'accueillit à bras ouverts et avec un flot d'émotion. Elle a remercié Rin pour son aide dans le sauvetage de sa sœur, et Rin rayonnait de joie lors des retrouvailles des deux sœurs. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste frappant entre leurs personnalités, tandis que Sora était timide et réservée, Runa était ouverte et directe. Malgré leurs différences, les deux sœurs étaient incroyablement proches et Rin était heureux d'avoir joué un rôle dans leur rapprochement. Après les retrouvailles, Sora et Runa prirent la décision de rejoindre le groupe de Rin et de laisser derrière eux le village des fées qui avaient négligé leur sécurité. Rin avait initialement des doutes quant à savoir s'il pouvait conclure un contrat avec les deux fées, car leur structure magique était assez différente de celle des autres races. Cependant, après que Tanya les convaincue, Rin commença le rituel de conquête, déterminé à établir un lien avec les sœurs. Lorsqu'ils arrivèrent au centre-ville, Rin rencontra les héros pour leur présenter le bouclier Saï. Les 4 autres membres de son groupe regardaient de loin, à l'abri des regards. Cependant, au lieu des remerciements auxquels ils s'attendaient, Rin fut accusé que le bouclier qu'il avait livré était faux. Les héros se méfiaient de l'achèvement rapide de la mission par Rin, qui n'a pris que 2 jours. Aryo a déclaré que les héros cherchaient le bouclier Saï depuis une semaine, mais n'avaient pas réussi à découvrir sa cachette. Il avait donc du mal à croire que Rin et son équipe aient réussi à accomplir cette tâche en seulement 2 jours. Cependant, Mina a décidé de vérifier l'authenticité du bouclier en utilisant sa magie lumineuse. À la surprise générale, Mina a confirmé que le bouclier que Rin portait était bien la vraie affaire. Lynn et Agathe ont été choqués par cette révélation et ne pouvaient pas croire que Rin avait réussi la mission. Aryo a ensuite interrogé Rin sur les 2 nouveaux membres de son équipe, mais Rin a décidé de ne pas révéler leur véritable identité. Au lieu de cela, il a rapidement demandé à Aryo de le payer pour la mission accomplie. Avant que Rin ne parte, Agathe l'a approché et lui a demandé de reconsidérer le fait de rejoindre leur groupe de héros, disant qu'ils étaient comme des amis et de mettre le passé derrière eux. Cependant, Rin a décliné l'offre, déclarant qu'il avait déjà trouvé une véritable amitié avec ses nouveaux compagnons et qu'ils étaient toujours là pour le soutenir, quels que soient les défis auxquels ils étaient confrontés. L'offre de renommée et de richesse d'Agathe n'était pas suffisante pour influencer Rin, qui savait qu'il ne serait pas heureux entouré de gens qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Rin a préféré s'en tenir à ses propres principes, même si cela signifiait un chemin plus difficile à parcourir. Lynn a exprimé sa frustration face au rejet de Rin, tandis que Mina a émis l'hypothèse que Rin ne s'intéressait qu'à la richesse et au succès, sans vouloir assumer les responsabilités qui accompagnaient le fait d'être le descendant d'un héros. Aryo était également rongé par la colère envers Rin, qu'il avait autrefois embarrassé devant ses pairs en tant que héros. Ironiquement, c'était Aryo lui-même qui avait été l'instigateur fréquent d'une telle humiliation envers les autres. À chaque coup de poing contre la table, Aryo s'était juré de ne pas se reposer tant que Rin et ses compagnons n'auraient pas été détruits. Le lendemain, alors que Rin conversait avec Sora et Runa sous un arbre, ils lui demandèrent pourquoi le roi démon ne pouvait être vaincu que par les héros. Rin a expliqué qu'à une époque où les seigneurs démons et leurs armées terrorisaient l'humanité, les héros avaient conclu un pacte avec les dieux pour acquérir des pouvoirs qui les aideraient à vaincre le roi démon et à mettre fin à son règne de terreur. Il a été dit que seuls les descendants de ces héros possédaient la force nécessaire pour vaincre le roi démon, amenant beaucoup à croire que seul un héros pouvait mettre fin à son règne. Rin soupira, déplorant l'état des héros ces derniers temps. Il a expliqué que la génération actuelle de héros était souvent arrogante et égocentrique, alors que les héros des générations précédentes étaient animés par de fortes ambitions et un véritable désir de protéger les autres.
Sora a également demandé si quelqu'un comme Rin, qui était un dresseur de bêtes qualifié, pouvait être considéré comme un héros. Rin a admis qu'il était lui-même incertain, mais Tanya et Kanad avaient toujours cru qu'un individu fort comme Rin était destiné à la grandeur, comme vaincre le roi démon. Bien que la pensée ne soit pas désagréable pour Rin, il savait que vaincre le roi démon n'était pas une tâche à prendre à la légère. C'était une mission qui exigeait une force extraordinaire, car elle impliquait la sécurité et la vie de nombreuses personnes. Rin a reconnu qu'il avait encore un long chemin à parcourir en termes de formation et de développement avant de pouvoir assumer une responsabilité aussi lourde. Le lendemain, Rin rassembla les filles pour le petit déjeuner et leur fit part de ses plans pour acheter de nouvelles fournitures, armures et armes avec l'argent qu'elles avaient gagné. Plus tard dans l'après-midi, ils se dirigèrent vers le centre-ville pour faire du shopping. Cependant, leur virée shopping a pris une tournure inattendue lorsqu'ils sont tombés sur deux hommes qui avaient reconnu Tanya lors d'une précédente rencontre sur le pont Stride. Les hommes ont accueilli Tanya avec respect et ont promis de devenir plus forts pour pouvoir la défier à nouveau. Alors qu'ils poursuivaient leurs achats, un groupe d'enfants s'approcha de Rin et le complimenta sur sa belle nouvelle épouse, faisant référence à Sora. Le commentaire a fait rougir Sora d'embarras, mais Runa n'a pas tardé à intervenir, désireuse de prouver sa force en affirmant qu'elle appartenait à la race la plus forte sur Terre. Rin et Sora ont agi rapidement pour faire taire Runa, ne voulant pas que sa véritable identité soit révélée au public. En atteignant le magasin d'armes géré par des nains, Rin et son groupe ont commencé à parcourir la sélection d'armes et d'armures. Bien que la qualité de la marchandise soit réputée, le nain qui tenait le magasin avait un comportement hargneux et n'était pas aimable avec les clients. Alors que Rin sélectionnait des épées, Runa lui suggéra d'envisager d'utiliser un fouet comme arme principale, car cela conviendrait à ses compétences de dompteur de bêtes. Cependant, Rin a opté pour un poignard pointu et brillant, estimant qu'il serait plus efficace en combat rapproché. Au moment où il s'apprêtait à partir, un jeune homme entra dans le magasin avec un sac de pièces d'argent. Il a exigé la meilleure arme de la boutique, et le nain a accepté, lui tendant une épée sans hésiter. Le jeune homme saisit l'épée et s'enfuit, laissant Rin et les autres continuer leurs achats. Intrigué, Rin s'approcha du nain, Strophe, et l'interrogea sur l'épée qu'il venait de vendre. Il a mentionné que cela ne semblait pas être la meilleure épée du magasin, surtout compte tenu de son apparence ordinaire. Strophe a ri de l'observation astucieuse de Rin et l'a félicité pour son œil aiguisé malgré le fait qu'il était un aventurier débutant. Strophe a admis que l'épée qu'il avait vendue était en effet une arme qu'il avait fabriquée avec négligence, mais il a toujours offert un prix équitable qui reflétait sa qualité. Il a ensuite expliqué que le véritable trésor du magasin, la meilleure épée de la plus haute qualité, était conservé sur une étagère fermée et n'était offert qu'aux héros ou à l'aventurier qui le méritait vraiment. En effet, il en avait assez de voir des aventuriers novices prendre des décisions hâtives et mal informées lors du choix de leurs armes. Strophe avait vu de nombreux aventuriers jeter leurs épées après avoir acquis des richesses pour acheter des armes plus récentes et plus sophistiquées. Cela n'a jamais bien plu à Strophe, qui a fabriqué chaque épée avec soin et précision. Il aspirait à offrir ses épées à ceux qui avaient du respect et de la loyauté pour leurs armes. Rin et Tanya, deux aventurières, étaient impressionnés par les principes inébranlables de Strophe. Eux aussi croyaient qu'il fallait valoriser l'importance de ces armes et avaient une grande admiration pour les convictions de Strophe. Intrigué par la connaissance apparente de Rin sur la qualité de l'épée, Strophe a approché le duo et a demandé comment Rin était capable de déterminer si facilement la valeur d'une épée. Rin a expliqué qu'il avait perfectionné son expertise en observant les batailles de héros qualifiés, en prenant note des avantages que leurs armes offraient. Impressionné par la perspicacité de Rin, Strophe a promis de fabriquer une arme qui correspondrait parfaitement à la force et aux capacités de Rin. Cependant, Strophe a également révélé que le processus prendrait plus de temps car les matériaux nécessaires étaient devenus rares et devraient être acquis avant que l'arme puisse être forgée. Lorsque Rin et son équipe sont entrés dans le bureau du syndicat des aventuriers, ils ont été surpris par l'agitation inhabituelle et l'atmosphère surpeuplée. Nathalie les a informés qu'un groupe de héros renommés recrutait actuellement de nouveaux membres pour leur groupe, et de nombreux aventuriers étaient impatients de se joindre, sans tenir compte du rôle qu'ils joueraient, tant qu'ils pourraient atteindre la gloire dans la mission de vaincre le Seigneur démon. Nathalie, curieuse de connaître les deux nouveaux membres accompagnant Rin, a posé des questions à leur sujet. Runa, de sa manière directe habituelle, a révélé qu'elle avait une relation plus étroite avec Tanya et Kanad, laissant Nathalie et Rin stupéfaits. Sora a rapidement réprimandé Runa pour avoir presque causé des ennuis à Rin avec sa langue lâche. Rin a approché Strophe avec pour mission de trouver une pierre magique nommée mithril, essentielle à la fabrication d'armes. Strophe a informé Rin qu'une quantité importante de mithril avait disparu des mines de la ville, ce qui l'a amené à soupçonner un vol. Sans se laisser décourager, Rin et son équipe ont proposé de prendre en charge la mission et d'enquêter sur les événements de la mine de mithril. En signe de bonne foi, Rin a conclu un accord avec Strophe, acceptant d'acquérir gratuitement ses armes artisanales en échange de leurs services. Avec toutes les fournitures nécessaires rassemblées, Rin et son équipe ont entrepris leur voyage vers le sommet de la montagne où se trouvait la mine de mithril. Après avoir marché un moment,
Rin et son équipe ont décidé de faire une pause et de déjeuner près d'un lac pour se reposer et se ressourcer. Pendant que les filles se baignaient pour se rafraîchir, Rin a choisi de s'allonger sous un arbre et a été approché par 2 écureuils. Cependant, le moment paisible a été interrompu lorsque Kanad a soudainement crié de douleur. Réagissant rapidement, Rin se précipita vers le lac, mais en arrivant, il réalisa que la cause de la détresse de Kanad était simplement un poisson qui lui mordait la queue. Dans le processus, Rin a accidentellement aperçu les filles qui étaient dans leur état de déshabillage. Embarrassé, Rin recula rapidement et quitta la zone. En arrivant à la mine de Mithril dans l'après-midi, Rin prit un moment pour évaluer la situation avant d'entrer dans la mine. Cependant, alors qu'il observait, un cri d'oiseau attira son attention et 2 aventuriers sortirent soudain de la mine. Kanad et Tanya ont réagi rapidement et ont maîtrisé les 2 aventuriers, les assommant. Pendant ce temps, Sora et Runa utilisèrent leur magie pour vérifier les souvenirs des 2 aventuriers inconscients. Après enquête, Rin et son équipe ont découvert que les 2 aventuriers faisaient partie d'un groupe de voleurs qui avaient volé une grande quantité de mithril. À la lumière de ces informations, Rin a averti les filles de rester vigilantes, car il soupçonnait que l'un des voleurs était un dompteur de bêtes qui avait envoyé l'oiseau pour les surveiller. Les voleurs, après avoir reçu un avertissement de leur complice dompteur de bêtes, se sont préparés à arrêter Rin et son équipe. Le dompteur de bêtes a envoyé 2 de ses complices, toutes 2 aventurières, pour chasser Rin et son équipe. Cependant, Sora et Runa ont pu facilement les vaincre grâce à une contre-attaque bien placée utilisant la magie du feu. Lorsque les 2 aventurières essayèrent à nouveau de lancer de la magie du feu, Sora et Runa utilisèrent rapidement la magie de barrière pour les immobiliser, les empêchant d'utiliser la magie. Soudain, 2 autres aventuriers apparurent et attaquèrent Tanya avec des flèches qui explosèrent dans une rafale de feu. Malgré l'attaque, Tanya a riposté avec une série de coups de pied puissants jusqu'à ce que les 2 jeunes hommes finissent par se rendre. Maru, un dompteur de bêtes expérimenté, était rempli de rage en découvrant que ses amis dompteurs avaient été faits prisonniers. Avec une détermination farouche, il dégaina son poignard et se jeta sur Rin. Cependant, Rin n'a pas tardé à se défendre et a calmement demandé à Maru de se rendre. La colère de Maru n'a fait que s'intensifier alors qu'il refusait de reculer. Jurant de se venger, il invoqua le puissant monstre de niveau B, Behemoth. Maru connaissait Behemoth depuis qu'il était un jeune dompteur et avait développé un lien fort avec le monstre, lui permettant de le contrôler facilement. Avec Behemoth à ses côtés, Maru ordonna au monstre d'attaquer Rin. Les 2 se sont enfermés dans une bataille intense, Rin esquivant chaque coup de la bête. Malgré l'agilité de Rin, la férocité du combat menaçait de faire s'effondrer la mine et de les enterrer tous. Pendant le chaos, Rin s'est rendu compte que la sécurité des aventuriers était une priorité et a ordonné aux filles de les évacuer de la mine. Pendant ce temps, Kanad se précipita pour aider Rin à vaincre Behemoth. Rin a conçu un plan, assignant à Kanad la tâche d'immobiliser Maru, tandis qu'il se concentrerait sur la maîtrise de Behemoth et sur sa distraction. La bataille a fait rage, Rin évitant les frappes de Behemoth et ripostant avec de petites attaques magiques. Pendant ce temps, Kanad était enfermé dans une lutte avec Maru, essayant de restreindre ses mouvements. Cependant, le contrôle de Maru sur Behemoth est resté fort et le monstre a continué à attaquer Rin. Réalisant que sa seule chance de survie était de rompre le contrat de Maru avec Behemoth, Rin a pris la décision audacieuse de reprendre le contrat lui-même. Une fois le contrat supprimé, les attaques de Behemoth ont cessé et Rin a finalement pu pousser un soupir de soulagement. Maru a été choqué de découvrir que Rin avait la capacité de reprendre le contrat d'un monstre, une technique maîtrisée uniquement par les dresseurs de bêtes les plus avancés. Malgré ses efforts, les tentatives de Maru pour contrôler Behemoth ont été infructueuses, car le monstre s'est retourné contre lui, le tuant presque. Confronté à aucune autre option, Rin a utilisé à contre-séure une attaque d'éclair de feu pour détruire Behemoth. Après avoir assuré la sécurité de tous les aventuriers, Rin et les filles les ont interrogés sur le vol de matériaux de mithril dans les mines. Maru a expliqué la raison de leurs actions. Lui et ses camarades avaient été lésés par Strophe, qui leur avait fourni de fausses armes et du matériel produit en série. Leur plan était de voler les matériaux en mithril afin de donner une leçon à Strophe et de l'empêcher de tromper les autres à l'avenir. Rin a partagé cette information avec Strophe et a vu se rendre compte de son erreur. Strophe a promis de faire amende honorable et d'améliorer son service aux aventuriers. Avant de partir, Rin s'est approché en privé de Strophe et lui a fait une demande de poignard et de gants spécifiques. Au bureau du Parti des Héros, Ario était en train d'examiner les candidatures pour de nouveaux membres. Même si nombre d'entre eux possédaient les qualifications requises, Ario les a carrément rejetés. Il comparait constamment chaque candidat à Rin, devenu une légende parmi les aventuriers. La capacité de Rin à apprivoiser 2 animaux à la fois et à conquérir même les races les plus fortes en un temps record avait établi un standard élevé, ce qui rendait difficile pour les autres de se mesurer. Mina était de plus en plus frustrée par les normes strictes d'Ario et son rejet continu des aventuriers compétents. Elle pensait qu'ils avaient besoin de tout le soutien possible pour leur prochain combat, mais Ario insistait pour trouver quelqu'un à égalité avec Rin. Malgré les tentatives de Mina pour convaincre Ario d'être plus flexible avec ses critères,
il est resté déterminé dans sa quête d'un autre dompteur de bêtes comme Rhin. Après que Mina ait quitté la pièce, Ario a récupéré un anneau magique dans son casier. Il a comploté pour utiliser l'anneau pour nuire à Rhin et prouver que personne ne pouvait égaler ses compétences. Le lendemain, Rhin s'est rendu au bureau du syndicat pour parler avec Nathalie des récents événements survenus à la mine. Nathalie l'informa que les aventuriers qui avaient été surpris en train de voler des matériaux en mithril avaient vu leur permis d'aventurier révoqué et servaient désormais comme travailleurs forcés dans la prison de la ville. Cette nouvelle a surpris Rhin, car il n'aurait jamais imaginé que la punition serait aussi sévère. Il en informa immédiatement Runa et Sora, expliquant que contracter avec des monstres était considéré comme un crime majeur et entraînait de lourdes conséquences. Runa et Sora ont consolé Rhin, lui disant de ne pas se blâmer pour la dure punition infligée aux aventuriers. Ils ont expliqué que chacun doit accepter les conséquences de ses actes, aussi dures soient-elles. Rhin a apprécié leurs paroles d'encouragement et a décidé de lui remonter le moral en invitant les jumelles à aller au marché de la ville avec lui. Il voulait acheter des fruits frais à déguster et a proposé d'offrir aux filles une petite collation. Les deux autres filles dormaient encore, se remettant de l'intense bataille de la veille, alors Rhin décida de passer du temps uniquement avec les jumelles. Le trio se dirigea vers le marché, impatient de goûter aux différentes saveurs des fruits disponibles. Après s'être promené dans la ville animée, Rhin a offert aux jumelles un délicieux hot dog, qu'elles ont dévoré avec délectation. Malgré leur plaisir de recevoir cette friandise, les filles ne pouvaient s'empêcher de s'interroger sur la force que Rhin avait acquise après avoir conclu un contrat avec elles. Mais Rhin devait admettre qu'il n'avait remarqué aucun changement dans ses capacités. Déçus, Runa et Sora avaient l'impression de ne pas être d'une grande aide pour Rhin. En grandissant, ils étaient habitués à être négligés et oubliés par les villageois. Mais Rhin n'a pas tardé à les réconforter, partageant que lui aussi avait fait face à des sentiments similaires d'inadéquation au sein du groupe des héros. Bien qu'il soit considéré comme inutile par les autres, Rhin n'a jamais perdu sa détermination et a travaillé sans relâche pour aider les héros de toutes les manières possibles. Rhin était convaincu que Runa et Sora libéreraient un jour leur plein potentiel et deviendraient un atout précieux pour beaucoup. Ces encouragements ramenèrent un sourire au visage des filles et elles partirent, impatientes de trouver le déjeuner et de continuer leur journée. Cependant, leurs plans ont été interrompus lorsqu'ils ont croisé la route d'Edgar, un jeune homme riche et unique héritier du trône d'Horizon City. Edgar a cherché à faire des jumelles ses partenaires, mais quand elles ont refusé, il a eu recours à la force. Il ordonna à ses hommes de capturer Rhin, Runa et Sora. Rhin a refusé de laisser cela se produire et est passé à l'action, éliminant à lui seul les hommes d'Edgar. La situation a pris une tournure dangereuse quand Edgar a menacé de faire du mal aux habitants innocents de la ville si Rhin ne rendait pas les jumelles. Le jeune homme rusé a ordonné à ses hommes de pointer leurs armes sur les civils sans défense, mettant Rhin dans une position difficile. Heureusement, Rhin possédait une capacité unique, le pouvoir de lancer des boules de feu depuis plusieurs directions à la fois. Avec cela, il a pu repousser les hommes d'Edgar et se protéger, Runa et Sora. Les citoyens ont applaudi et félicité Rhin pour sa bravoure, tandis qu'Edgar s'est éloigné dans la défaite et l'embarras. Alors qu'il retournait à l'auberge, une vieille femme encapuchonnée s'approcha de Rhin et l'avertit de quitter Horizon City dès que possible. Les dirigeants de la ville n'apprécieraient pas l'humiliation de leur enfant et la défaite de leur armée aux mains de Rhin. Rhin et les jumelles se retirèrent dans la sécurité de l'auberge, où elles racontèrent les événements du marché à la vieille femme. Elle a révélé qu'Edgar était connu pour avoir kidnappé et réduit en esclavage de jeunes filles, les utilisant comme femmes de réconfort ou servantes. Rhin est devenu suspect que le père d'Edgar ait soudoyé les chevaliers de la ville pour ignorer le comportement abusif de son fils. Tanya et Kanad ont suggéré que Rhin enquête sur l'affaire et rassemble des preuves pour exposer les crimes d'Edgar au public. Les deux filles, ainsi que Runa et Sora, ont promis de se tenir aux côtés de Rhin et de le soutenir dans sa mission visant à sauver les habitants de la tyrannie de leurs dirigeants. Rhin n'était initialement pas sûr du plan, car il n'avait pas l'autorité et le pouvoir d'un héros. Tanya a cependant réussi à le convaincre et à lui assurer qu'ils résoudraient l'affaire ensemble. Ce soir-là, Edgar a rencontré son père au bureau du gouvernement de la ville. Arzak, qui s'était toujours livré à tous les caprices d'Edgar, confia à un chevalier commandant nommé Strogar la tâche d'enquêter sur Rhin. Il a également remis un sac d'or en récompense. Cette nuit-là, alors qu'Edgar réfléchissait aux événements qui avaient conduit à son humiliation, il devint de plus en plus en colère et exprima sa frustration sur une jeune fille innocente. Le lendemain, Rhin et les deux jumelles se sont rendus au quartier général des chevaliers de la ville pour signaler les violences et les abus présumés d'Edgar. Cependant, les chevaliers présents soupçonnaient Rhin de trahison et l'accusaient de répandre de fausses rumeurs sur Edgar afin de diffamer le souverain. C'est alors que Rhin s'est rendu compte que la famille dirigeante de la ville s'était entendue avec les chevaliers pour dissimuler leurs crimes. Alors que Rhin sortait du bâtiment des chevaliers, il tomba sur une rencontre fortuite avec une jeune femme nommée Stella. Elle n'était pas n'importe quelle femme, mais le commandant adjoint des chevaliers de la ville. Stella était impatiente d'exprimer sa gratitude à Rhin pour son rôle dans la capture des membres du célèbre gang des Black Fang. Cependant, elle avait un objectif plus profond pour rechercher Rhin.
Stella avait été au courant de la corruption et des abus de pouvoir qui sévissaient au sein de la classe dirigeante de la ville et de ses chevaliers. Malgré sa position de commandant adjoint, elle avait été contrainte au silence, incapable de dénoncer les injustices dont elle avait été témoin. Elle a vu en Rhin une chance de mettre ses torts en lumière et de mettre fin au contrôle des seigneurs sur les chevaliers. Tant que les seigneurs de la ville exerceraient leur emprise sur les chevaliers, Stella et ses collègues seraient incapables d'accomplir leurs devoirs avec intégrité et honneur. Ils continueraient à être utilisés comme outils pour promouvoir les intérêts égoïstes des seigneurs. Stella a partagé avec Rhin son plan d'enquêter sur la corruption en commençant par un examen attentif de Stregard, qui servait de garde du corps personnel pour la famille d'Edgar. Elle pensait qu'en découvrant la vérité sur Stregard, il pourrait mieux comprendre le fonctionnement interne du système corrompu. Rhin a été impressionné par la détermination de Stella et, après une discussion approfondie, les deux ont convenu de travailler ensemble pour résoudre l'affaire. Le lendemain, Rhin et Stella, accompagnés des autres filles, se dirigèrent vers un entrepôt pour élaborer un plan visant à libérer les chevaliers de la ville de l'influence des dirigeants. Là-bas, ils ont discuté de leur stratégie et ont fait les derniers préparatifs de leur mission. Rhin partit ensuite récupérer ses armes et armures nouvellement commandées dans la boutique de Stroff, tandis que Stella et les filles se dirigeaient vers un endroit secret à l'arrière de l'entrepôt. C'est là qu'ils avaient tendu un piège aux chevaliers traîtres. Des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles des preuves d'une conspiration entre les chevaliers et les dirigeants étaient stockées dans l'entrepôt, et cela s'est avéré trop tentant pour que les chevaliers corrompus puissent y résister. Ils se sont rassemblés à l'entrepôt, désireux de se débarrasser des preuves à charge. Cependant, ils ont été surpris lorsque Rhin et Stella sont entrés en action. Avec leurs armes prêtes, ils ont abattu les chevaliers traîtres un par un, les capturant tous et mettant fin à la corruption qui avait tourmenté les chevaliers de la ville. Quand Stregard s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège, il a fait un geste désespéré. Il a menacé d'éliminer Stella à moins qu'elle ne lui remette Rhin ainsi qu'aux dirigeants. Cependant, Stella n'a pas été intimidée par sa menace. Elle avait une sauvegarde sous la forme d'autres chevaliers qui s'étaient infiltrés dans le bureau de Stregard à la recherche de preuves d'un complot entre les chevaliers et les seigneurs de la ville. Malgré la détermination inébranlable de Stella, Stregard est resté confiant dans le pouvoir d'Arzak pour renverser la situation. Il croyait qu'Arzak serait capable d'éliminer tous les rebelles et même de simuler la mort de Stella si nécessaire. Stella n'a pas été découragée. Elle resta ferme et fit face à Stregard, prête à l'engager dans une bataille en tête-à-tête. Les deux se sont affrontés dans un combat acharné, aucun des deux ne cédant un pouce. Stella, acculée et confrontée à la défaite, a réussi à remporter une victoire surprenante en battant Stregard. Cette nuit-là, la nouvelle de la défaite de Stregard se répandit rapidement, atteignant finalement les oreilles d'Edgar. Dans un accès de rage, il déchargea sa frustration sur la jeune fille qu'il gardait captive. C'est à ce moment qu'Aryo parut devant Edgar. Il s'est présenté comme quelqu'un qui partageait la haine d'Edgar pour Rhin. Aryo a averti Edgar que Rhin avait conclu des alliances avec certaines des races les plus fortes du pays, telles que la race des chats et la race des dragons, rendant impossible pour Edgar de le vaincre, quel que soit le nombre de troupes dont il disposait. Aryo a ensuite provoqué Edgar, affirmant que Rhin était un individu cupide qui finirait par prendre toute la richesse, le pouvoir et la gloire d'Edgar. Il a offert à Edgar une arme magique, un anneau, qui rendrait son utilisateur plus fort s'il nourrissait des sentiments négatifs. La scène est passée au passé, à une époque avant que Nina, la fille d'Aemon Renard, ne soit tourmentée et maltraitée par Edgar. À l'époque, elle vivait une vie heureuse entourée de gens aimants et attentionnés. Mais tout a changé lorsqu'elle a été kidnappée par Edgar et contrainte à une vie d'esclavage quelques années auparavant. De retour dans le présent, Stella et ses hommes sont arrivés à la résidence du maire Arzak pour procéder à une arrestation, mais ont été bloqués par les chevaliers qui gardaient la maison. N'ayant aucun moyen de passer, Stella a demandé l'aide de Tanya et Kanad pour vaincre toute l'armée de chevaliers. Alors que les chevaliers étaient occupés à combattre Tanya et Kanad, Edgar s'assit, confiant dans sa nouvelle force grâce à l'anneau magique d'Aryo. Il croyait que l'anneau romprait le contrat de Rhin avec les races les plus fortes, lui permettant de devenir leur nouveau maître et de vaincre facilement Rhin avec ses troupes. Pendant ce temps, Rhin et les jumelles se sont secrètement faufilés dans le donjon pour sauver les filles captives. Alors qu'ils travaillaient pour libérer les otages, Tanya et Kanad occupaient les gardes. Sora a utilisé sa magie légère pour localiser les otages et a détecté une source d'énergie magique puissante parmi eux. Rhin a demandé aux jumelles de continuer à libérer les prisonniers pendant qu'il allait enquêter sur la source de l'énergie. Rhin descendit prudemment le couloir de la prison, l'air moisi lourd de tension. Alors qu'il s'approchait de l'une des cellules, il entendit un léger mouvement à l'intérieur. Poussant la porte ouverte, il a été accueilli par la vue d'une fille renard étendue sans défense sur le sol. Sa fourrure autrefois vibrante était maintenant emmêlée et terne, et elle semblait faible et souffrante. Sans hésitation, Rhin concentra son énergie et utilisa sa magie de guérison pour restaurer la force de la fille renard. Pendant qu'il travaillait, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas un renard ordinaire. Elle était un démon renard à 3 queues, l'une des races les plus puissantes connues après la race des chats. Rhin était déterminé à aider la fille renarde,
et il a travaillé sans relâche pour l'apaiser et gagner sa confiance. Lentement mais sûrement, elle commença à s'ouvrir à lui racontant son passé et comment elle s'était retrouvée en prison. Nina avait vécu dans un village isolé, où elle vivait dans la paix et la prospérité. Mais il y a quelques années, Edgar et ses troupes étaient venus au village, avec l'intention de la kidnapper. Nina s'était battue de toutes ses forces contre Edgar et ses troupes, déterminée à se protéger et à protéger les enfants innocents du village. Mais à la fin, Edgar a utilisé une tactique cruelle et rusée, menaçant de faire du mal aux enfants si Nina ne se rendait pas. Le cœur brisé et vaincu, Nina a été forcée de se soumettre à la volonté d'Edgar et de le laisser l'attraper. Il a ensuite placé un collier magique autour de son cou, la privant de ses pouvoirs et la rendant impuissante. Pendant des années, Nina a été torturée et maltraitée par Edgar et ses sbires. Rin écoutait avec horreur Nina raconter son histoire, remplie d'un sentiment de détermination à la libérer des chaînes du collier magique. Il a utilisé tout son pouvoir magique pour essayer de détruire le collier, mais en vain. L'énergie magique libérée par le collier était trop forte, causant à Rin d'immenses douleurs et blessures. Malgré les obstacles qui étaient contre lui, la force et la détermination inébranlable de Rin ont finalement porté leurs fruits. Il réussit à briser la magie du collier et à le détruire, libérant ainsi Nina de son emprise oppressante. Pendant ce temps, Sora et Runa rejoignirent rapidement leurs amis Kanad et Tanya sur le champ de bataille, apportant leur soutien après avoir réussi à évacuer tous les prisonniers. Alors que la situation dégénérait en chaos, Arzak supplia Edgar de partir avec lui, mais Edgar refusa. Au lieu de cela, il a demandé à son père de commencer et a promis de rattraper son retard après avoir vaincu Rin avec un puissant anneau magique. Rin, quant à lui, avait confié Nina aux soins de Sora, Runa, Kanad et Tanya, leur confiant le soin de la mettre en sécurité. Il a ensuite recherché Stella et lui a demandé de l'aider à arrêter le maire. Alors que le fonctionnaire corrompu tentait de s'échapper par la porte arrière, Rin et Stella l'ont rapidement capturé avec une corde magique. Cependant, leur victoire fut de courte durée car Edgar arriva, invoquant l'ange de la mort depuis son anneau pour tuer Rin. Ario, qui avait secrètement assisté à la mort de Rin depuis le toit d'un immeuble voisin, était rempli de satisfaction à l'idée que sa vengeance s'accomplisse. Il rit d'un air suffisant de la mort de Rin, se délectant de sa victoire. Mais il a rapidement quitté les lieux, ne voulant pas être découvert. Cependant, à l'insu d'Ario, Rin avait réussi à survivre à l'attaque de la faucheuse. Il s'est avéré que Rin était immunisé contre la magie de la mort et la magie du poison, au grand choc et à la surprise d'Ario. La survie miraculeuse de Rin a porté un coup dur à l'ego d'Edgar, le remplissant de rage et de haine. Mais alors que sa colère débordait, l'esprit démoniaque qui habitait son anneau magique consuma son âme, l'utilisant comme sacrifice pour sa propre résurrection. Alors que le démon émergeait du ring, Rin reconnut qu'il s'agissait du même démon qui avait autrefois attaqué son village. Le démon, sentant la présence des humains, s'enfuit de la maison d'Edgar et se dirigea vers le centre de la ville, désireux de dévorer les âmes de ceux qu'il rencontrait. Rin était initialement rempli de doutes quant à sa capacité à vaincre le démon, mais le soutien indéfectible de ses amis lui a donné la confiance dont il avait besoin pour affronter le défi de front. Avec ses amis à ses côtés, Rin ressentait un nouveau sentiment de détermination. Il savait qu'ensemble, il pourrait vaincre le démon et sauver les habitants de sa colère. Rin a rallié son équipe et a conçu un plan pour éliminer le démon menaçant qui terrorisait la ville. Il a demandé à Nina de rester avec Stella chez Edgar pendant que lui et le reste des filles s'aventuraient au centre-ville pour affronter le démon de front. Alors qu'ils approchaient du centre de la ville, ils virent les destructions causées par le démon, des bâtiments réduits en ruines et des citoyens recroquevillés de peur. Le démon n'a pas tardé à invoquer ses sbires, mais Tanya et ses amis étaient prêts. Avec leurs pouvoirs combinés, ils ont fait un travail rapide sur les troupes et ont poussé en avant. Cependant, la bataille n'a pas été sans faire de victimes. Kanad a été blessé par l'attaque d'un démon et Tanya est passée à l'action. Alimentée par la détermination et le désir de protéger son ami, Tanya a déclenché une puissante rafale de feu vers le démon. Pendant ce temps, Sora et Runa s'occupaient de Kanad, utilisant leur magie de guérison pour la protéger. Avec Tanya repoussée par l'attaque du démon, la situation semblait désastreuse. Mais Rin et les jumelles n'ont pas tardé à agir, utilisant leur magie de liaison pour résister à l'assaut enflammé du démon. Tanya et Kanad, maintenant alimentés par la magie d'appoint de Rin, ont riposté avec une féroce attaque de suivi. Le démon, se sentant acculé, a convoqué une armée de troupes plus grande que jamais. La ville d'Horizon était au bord de la destruction, mais Sora et Runa n'allaient pas abandonner. Utilisant leur magie de téléportation, ils ont travaillé pour évacuer toute la ville en lieu sûr. Rin, quant à lui, s'est préparé à déclencher une puissante technique d'attaque qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. D'un autre côté, Ario et le reste des héros sont restés à l'intérieur de leur quartier général pendant que la ville était en crise. Malgré le danger et le chaos, Ario a refusé de se joindre au combat. Il voulait seulement combattre le seigneur démon et considérait les démons attaquant la ville comme de simples sbires de la classe moyenne. Agathe et Mina ont tenté de convaincre Ario de donner un coup de main et de sauver les habitants de la ville,
qui avaient désespérément besoin d'aide. Ils ont fait valoir que chaque vie était précieuse et qu'ils avaient la responsabilité de protéger les innocents. Mais Ario resta ferme dans son refus de se battre, insistant obstinément sur le fait qu'il ne s'engagerait dans la bataille que contre le Seigneur Démon. Alors que la situation dans la ville devenait plus grave, Sora et Runa se rendirent auprès de Stella et de l'armée des chevaliers pour demander leur aide. Ils ont demandé qu'ils rassemblent tous les habitants de la ville en un seul endroit afin que les jumelles puissent les évacuer en utilisant la magie de la téléportation. Une fois tous les citoyens rassemblés, Sora et Runa leur demandèrent d'entrer dans le cercle magique de téléportation. Cependant, les habitants étaient hésitants. La race des fées avait la réputation de détester les humains et les habitants de la ville ne leur faisaient pas confiance. Malgré la réticence initiale des habitants de la ville, un marchand de hot-dog et une jeune fille qui connaissaient à la fois Sora et Runa se sont proposés pour aider. Grâce à leurs efforts, ils ont réussi à convaincre les citoyens d'entrer dans le cercle magique de téléportation. Juste au moment où Runa et Sora étaient sur le point de transporter les habitants de la ville en lieu sûr, une armée de démons s'est approchée. Les habitants ont paniqué, ne sachant pas quoi faire. Rin, Kanad et Tanya ont continué à lutter contre les démons qui s'étaient répandus dans toute la ville. Heureusement, ils ont reçu l'aide de certains des aventuriers qui se trouvaient dans la région. Ces aventuriers ont uni leurs forces à celles de Rin et des filles, ensemble, ils ont vaincu les démons restants qui faisaient encore des ravages dans la ville. Nathalie, qui avait appris que le groupe des héros n'interviendrait pas, avait également rassemblé tous les aventuriers restants pour les aider à lutter contre l'armée démoniaque. Elle était déterminée à protéger la ville, quoi qu'il arrive. Strophe, le forgeron, a également contribué à l'effort. Il a fourni à l'armée d'aventuriers une épée en mithril, ce qui a rendu les aventuriers encore plus désireux de défendre la ville. Pendant ce temps, au point d'évacuation, Sora a poursuivi le processus d'évacuation par elle-même. Elle a travaillé sans relâche pour transporter le plus grand nombre possible de citadins vers un lieu sûr. Pendant ce temps, Runa et Stella sont restés pour se défendre contre les troupes de démons qui approchaient. Alors que Rin, Kanad et Tanya cherchaient un moyen de vaincre l'armée de démons dans le ciel, ils se sont retrouvés face à un dilemme. Tanya, qui aurait pu voler au combat sous sa forme de dragon, n'a pas pu le faire en raison du risque élevé de devenir une cible facile pour les démons. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de perdre espoir, une silhouette apparut devant eux. C'était Nina, un démon renard, et elle a proposé de l'aider dans leur combat contre les démons. Kanad et Tanya se sont souvenus de la capacité unique de Nina à se téléporter sur de courtes distances et y ont vu une solution à leur problème. Ils ont suggéré que Rin utilise le pouvoir de Nina pour s'approcher du démon géant pendant qu'il retenait l'armée de démons au sol. Rin suivit leur conseil et sprinta vers le démon géant à la vitesse de l'éclair. Rin se glissa vers le démon, son cœur battant la chamade. Il activa un booster de compétences, améliorant ses capacités, et jeta un sort de magie contraignante, piégeant le démon. Le démon rugit de fureur, mais Rin resta ferme, déclenchant un barrage d'attaques magiques jusqu'à ce que le démon soit finalement détruit. Après une bataille épuisante toute la nuit, Rin et son équipe sont sortis victorieux alors que le soleil se levait triomphalement à l'est. 3 jours après que le chaos a éclaté, la ville s'est mobilisée pour reconstruire et guérir. Stella a été officiellement nommé chevalier commandant de la ville, chargé de rétablir l'ordre et d'assurer la sécurité de ses citoyens. Pendant ce temps, Arcaz et ses complices, qui avaient trahi leur devoir de chevalier, devaient être emprisonnés pour leurs crimes. Nina, laissée sans maison, est restée avec Rin pendant que Stella cherchait sa famille. Le lendemain, Nina a pris la décision de rejoindre l'équipe de Rin, désireuse de conclure un contrat en tant que familier de Rin et de l'accompagner dans ses combats. Dans l'après-midi, lorsque Rin et son équipe ont visité le bureau du syndicat des aventuriers, ils ont été accueillis par des nouvelles passionnantes. Rin avait été promu aventurier de classe C. Ce fut une réalisation surprenante, car généralement seuls les aventuriers de classe peuvent atteindre le rang D, mais Nathalie a expliqué que les actions héroïques de Rin pour sauver la ville d'Horizon lui avaient valu la recommandation pour la promotion de Stella et d'autres aventuriers. Rin était submergé de gratitude pour la reconnaissance de ses efforts. En apprenant que Rin recevrait également une récompense substantielle, les filles étaient ravies et ont demandé à Rin de leur offrir un délicieux dîner. Rin a accepté avec joie et a également suggéré de louer une auberge plus grande pour accueillir l'équipe grandissante. Après avoir présenté Nina à Nathalie, Rin a demandé sa recommandation pour un logement convenable, mais à sa grande surprise, Nathalie a suggéré qu'ils envisagent d'acheter une nouvelle maison en banlieue. Les filles ont accepté l'idée avec enthousiasme et Rin s'est mis en quête de la maison idéale pour leur équipe grandissante. Après avoir visité plusieurs maisons et pris en compte divers facteurs, Rin et son équipe se sont finalement installés sur une maison luxueuse avec une cour spacieuse. Rin était curieuse de savoir pourquoi Nathalie n'avait pas mentionné cette maison en particulier plus tôt et elle a admis timidement qu'elle était hantée par un fantôme espiègle qui aimait altérer la température de l'eau, salissant les vêtements et déplaçant des objets dans les chambres. Alors que Rin et son équipe exploraient leur nouvelle maison, d'étranges événements ont commencé à se produire. Le canapé du salon bougea tout seul et la lumière centrale vacilla. Soudain, la fenêtre s'ouvrit en grand, laissant entrer un coup de vent. Puis,
Ils entendirent les gémissements fantomatiques d'une servante qui entrait la maison. Malgré ces événements étranges, Rin et son équipe étaient déterminés à s'approprier la maison et ils ont cherché un moyen de coexister pacifiquement avec son résident fantomatique. Heureusement, grâce à la persévérance des filles et aux capacités félines de Kanad, elles ont pu capturer le fantôme de la servante, Tina Holly. Tina a révélé qu'elle était décédée 30 ans auparavant alors qu'elle servait dans une autre ville, victime d'une maîtresse sadique qui aimait blesser et torturer les jeunes filles. En entendant l'histoire de Tina, Rin et son équipe furent émus et décidèrent de permettre à Tina de rester dans la maison en tant que protectrice. Ils étaient reconnaissants d'avoir Tina dans leur nouvelle maison, car elle les avait aidés à obtenir le manoir à un prix relativement bon marché. Après être officiellement devenu propriétaire du manoir, Rin a été félicité par Nathalie pour sa capacité à apaiser le résident fantomatique. Tina et les jumelles ont commencé à préparer un dîner de fête alors qu'elles s'installaient dans leur nouvelle maison. Pendant ce temps, Tanya et Kanad étaient occupés à planifier une grande fête pour leur arrivée. Le lendemain, Ario et les 3 héros sollicitèrent l'aide des marchands pour obtenir des provisions pour leur voyage, mais leur demande fut accueillie par des insultes et un refus. Les marchands considéraient les héros comme sans valeur, leur rappelant leur échec à protéger la ville des démons. Les insultes n'ont fait qu'alimenter la colère d'Ario, le conduisant à quitter le marché en trombe avec une nouvelle détermination à se venger et à vaincre Rin une fois de plus. Plus tard dans la soirée, Rin et les filles se sont réunis autour de la table pour un festin de plats délicieux, gracieuseté de Tina et des jumelles. Nina a exprimé sa gratitude à Rin pour l'avoir libéré de sa solitude. La conversation a incité Rin à se remémorer le passé et la douleur qu'il a ressentie après avoir perdu sa famille et été exilé par les héros. Mais, en présence des filles, Rin sentit ses blessures guérir et son chagrin se dissiper. Leur loyauté et leur camaraderie inébranlable lui ont apporté réconfort, remplissant son cœur de chaleur et de bonheur. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la vraie force vient de l'amour et du soutien de ceux qui vous entourent. Les bonnes actions que vous accomplissez vous reviendront en grand nombre, apportant bonheur et épanouissement à votre vie.